Ce qu'on va analyser aujourd'hui, ce n'est pas juste une affaire criminelle. C'est bien plus que ça. C'est une véritable étude de cas sur la guerre moderne, celle du XXIe siècle. Une affaire qui a complètement redéfini les règles du jeu en matière d'espionnage et de compétition mondiale pour la suprématie technologique. Alors, pour bien comprendre, on va se transporter directement sur les lieux de l'action. Imaginez la scène. On est le 28 juin 2014 dans une petite banlieue tranquille de Vancouver, au Canada. Le soleil vient à peine de se lever, une matinée qui s'annonce tout à fait ordinaire. Sauf qu'elle est sur le point de basculer. Et là, tout se passe en l'espace de 4 minutes. Les agents agissent avec une précision quasi chirurgicale. Leur cible, c'est un homme d'affaires du nom de Subin. Et ils l'attrapent juste à temps. Vraiment, à la seconde près. Pourquoi ? Parce qu'il était sur le point d'activer une application sur son téléphone, une sorte de boudon d'urgence pour tout effacer. Des années de preuves qui auraient pu disparaître en un seul clic. C'est ça qui est fou, le timing. Il n'y avait absolument aucune marge d'erreur. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est qui est ce fameux Subin ? Sur le papier, c'est un entrepreneur sans histoire, un simple vendeur de pièces détachées. Mais la réalité, c'est qu'il est le cerveau d'une des plus vastes opérations de cyberespionnage jamais vues. Comment un type comme lui a-t-il pu monter une opération pareille et voler des secrets qui se chiffrent en centaines de milliards de dollars ? Pour le comprendre, il faut qu'on revienne en arrière. Et ce qui est fascinant, c'est que l'opération ne commence pas avec une ligne de code ou un virus. Non, ça commence bien avant, en 2008, avec du renseignement humain, du vrai travail de terrain. Subin a commencé par cartographier de manière très méthodique la plus grande faille de sécurité de la défense américaine. Et cette faille, ce n'était pas un logiciel, c'était les gens. Au cœur de toute sa stratégie, il y avait ce qu'il appelait lui-même le dossier de cultivation. C'est une idée assez redoutable. En fait, il ne cherchait pas des failles dans les serveurs, il en cherchait chez les humains. Il ciblait des ingénieurs frustrés, des employés avec des problèmes d'argent, ou tout simplement des gens un peu trop bavards. Pour lui, chaque personne était une graine potentielle. Une graine qu'il pouvait cultiver pour l'espionnage. Et sa méthode était incroyablement systématique. Imaginez-les dans les grands salons aéronautiques internationaux. Il se faisait passer pour un simple fournisseur, il engageait la conversation, il écoutait, il prenait des notes. Et petit à petit, il identifiait les personnes clés. Une fois qu'il avait ses cibles, il transmettait leur profil complet à ses contacts. 2 hackers de l'armée chinoise, connus uniquement par leur nom de code, UC2 et UC3. Et ce qui est frappant, c'est son efficacité. Sur près de 150 employés qu'il a profilés, il a réussi à isoler 12 cibles critiques. 12, c'est tout. 12 personnes qui, sans le savoir, avaient entre les mains les clés numériques des secrets militaires américains les mieux gardés. Et c'est là qu'on voit tout son génie, si on peut dire. Il a transformé des conversations de couloir, des banalités, en une véritable feuille de route pour une cyberattaque d'État. Bon, maintenant que les cibles humaines sont identifiées, on passe à la phase suivante. C'est le moment où tout ce travail de renseignement va se transformer en un vol de données massif. Et c'est là que toute la préparation méticuleuse de Subin va payer, et de manière spectaculaire. Cette instruction qu'il donne à l'un de ses hackers est assez révélatrice. Il dit « Trouvez n'importe quel moyen d'envoyer ce message à la cible. Il l'ouvrira. » C'est fou, cette confiance. Il connaissait sa cible, un ingénieur de chez Boeing qui s'inquiétait pour sa retraite. Il le connaissait si bien qu'il était certain qu'un email sur ce sujet précis ne manquerait pas d'être ouvert. Et il avait raison. C'est exactement ce qui s'est produit. Un seul clic. Ça a pris 1 seconde. Et en moins d'1 minute, les hackers étaient dans le système de Boeing. Le plus incroyable, c'est qu'ils y sont restés pendant 18 mois. 1 an et demi. 1 an et demi à se promener en toute tranquillité dans le réseau d'un des plus gros contractants de la défense américaine. Ils ont installé des dizaines de portes dérobées, se sont créés des accès administrateurs et ont tranquillement aspiré 630 000 fichiers, rien que chez Boeing. Parmi lesquels, les plans complets de l'avion de transport C-17. Mais attention, le C-17, ce n'était que l'apéritif. Le vrai plat de résistance, l'objectif ultime, c'était le programme d'armement le plus cher et le plus sophistiqué de tous les temps, le fameux chasseur furtif F-35. Et pour mettre la main sur ce joyau technologique, la faille exploitée était, d'une banalité presque comique. Voilà, le mot de passe, c'était password 123. Je répète, password 123. C'était le mot de passe utilisé par un tout petit sous-traitant. Une boîte avec une sécurité informatique proche de 0, mais qui, et c'est ça le problème, avait un accès direct au serveur du géant Lockheed Martin. Et ce simple mot de passe a ouvert les vannes. Résultat, 340 gigaoctets de schémas du F-35 se sont retrouvés dans la nature. Au final, ce n'est pas que le F-35 qui a été touché. Quand on fait le bilan total de l'opération de l'équipe de Subin, on arrive à ce chiffre.
24,3 téraoctets de secrets militaires. Pour qu'on se rende compte de ce que ça représente, c'est l'équivalent de plusieurs fois la totalité des livres de la bibliothèque du Congrès américain. C'est une montagne de données. C'est tout simplement colossal. Alors, la question c'est qu'est-ce que ça vaut ces téraoctets de données? Parce qu'on ne parle pas juste d'une perte d'informations. Non, c'est bien plus grave que ça. On parle d'un véritable transfert de puissance stratégique à l'échelle mondiale, un véritable séisme géopolitique. En chiffres, on estime la valeur de ce vol à 600 milliards de dollars. C'est un chiffre qui donne le vertige. Mais le vrai coût, il n'est pas financier. Le vrai coût, c'est 2 décennies, 20 ans de recherche et développement, le travail de milliers des meilleurs ingénieurs. Tout ça offert sur un plateau d'argent à un rival stratégique. Pour bien visualiser l'impact, regardons ça. Avant 2009, les experts du Pentagone considéraient que la Chine avait entre 15 et 20 ans de retard technologique sur les États-Unis. Grâce à ce vol de données, cet écart a été presque entièrement comblé en moins de 5 ans. C'est un bond en avant, un raccourci dans l'histoire de la technologie militaire qui est absolument sans précédent. Et la preuve la plus concrète de tout ça, on peut la voir voler. Il suffit de comparer les prototypes de l'avion de chasse chinois, le J-20. Prenez le modèle d'avant, le vol de données, et celui d'après. La ressemblance avec le F-35 américain devient flagrante. Du nez de l'appareil aux entrées d'air, tout y est. On n'est plus dans l'inspiration là, c'est de la copie pure et simple, de l'ingénierie inversée à partir de plans volés. Évidemment, un vol de cette ampleur ne pouvait pas rester secret éternellement. Et quand le FBI a finalement découvert le pot aux roses, ça n'a pas seulement lancé une enquête criminelle. Non, ça a déclenché une véritable crise diplomatique internationale. Et comment est-ce qu'ils l'ont trouvé? Tout part d'un seul email, un email intercepté par la NSA qui mentionne un nom, Stephen Su. À partir de là, le FBI tire le fil. Ils mettent 13 comptes email sous surveillance discrète pendant des mois. Et puis, Subin commet l'erreur fatale. Il se connecte à l'un de ses comptes depuis chez lui au Canada. Et là, c'est fini. L'adresse IP relie l'alias Stephen Su à un propriétaire bien réel, Subin. Le FBI tenait son homme. L'arrestation de Subin au Canada a provoqué une réaction immédiate et brutale. Quelques jours à peine après, 2 citoyens canadiens, Kevin et Julia Garrett, qui vivaient en Chine depuis 30 ans, sont arrêtés et accusés d'espionnage. On voit bien la manœuvre, le message est à peine voilé. Vous nous prenez une pièce sur l'échiquier géopolitique, on vous en prend une en retour. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de l'otage. Finalement, la crise va se résoudre en coulisses. Subin accepte son extradition vers les États-Unis, il plaide coupable et il écope d'une peine qui peut paraître étonnamment légère, 46 mois de prison. Et, comme par hasard, peu de temps après sa condamnation, les Garrett sont libérés en Chine. Officiellement, bien sûr, les 2 affaires n'ont aucun lien, mais officieusement, tout le monde a compris que ça ressemblait à s'y méprendre à un échange de prisonniers. L'affaire Subin est donc terminée. Mais elle nous laisse avec un avertissement très sérieux. Elle a prouvé que la plus grande faille de sécurité d'un pays, aujourd'hui, ce n'est plus forcément son armée ou ses frontières. C'est peut-être un simple mot de passe ou une conversation un peu trop innocente au détour d'un salon. Et ça pose une question fondamentale pour l'avenir. Quand le champ de bataille devient numérique et que les armes sont des données, qui est la prochaine cible ?